Bonjour Monsieur Étienne, Bonjour. bienvenue dans l'émission Les Rendez-vous de Stephen K. Donc vous êtes un personnage assez atypique. Justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Écoutez, donc Jean-Louis Étienne, je suis médecin. J'ai été interne en chirurgie et mon métier de médecin m'a donné accès à de nombreuses expéditions. J'ai commencé comme médecin d'expédition, la course autour du monde à la voile, des expéditions à la face nord de l'Everest, en Himalaya, en Patagonie. J'ai fait ça pendant de nombreuses années. Puis j'étais en solitaire au pôle Nord à l'âge de 40 ans, 1986. Et à partir de là, j'ai orienté mon existence sur l'organisation d'expéditions polaires. Vous êtes quelqu'un de très manuel au départ. Vous voulez être menuisier. Oui, si vous voulez, je n'étais pas très adapté à la scolarité. Donc, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque le certificat d'études primaires, qui correspond certainement aujourd'hui au brevet que l'on passe en troisième. Et après quoi, on avait une formation professionnelle. Et je voulais toujours faire menuisier. J'ai toujours travaillé le bois tout petit. Mais dans la section d'apprentissage où j'étais, il n'y avait pas de place à menuiserie. Vous voyez, donc j'ai fait tourneur-fraiseur, donc on travaille sur la mécanique de précision. Et ce qui a été intéressant dans cette formation professionnelle, j'avais 13 ans et demi quand j'ai commencé, on avait 40 heures par semaine. Vous voyez, on nous préparait bien. On avait 16 heures d'atelier, on avait de la technologie de construction, technologie des matériaux, dessin industriel. Et donc, c'était une formation dans la vraie vie, au sens où on travaillait avec ses 10 doigts, on faisait du dessin industriel, de la réflexion sur la mécanique. Et donc, ça m'a intéressé. Puis, j'ai commencé davantage à m'intéresser au parcours scolaire. Et après le CAP, j'ai été orienté vers le bac technique. Donc, je suis rentré en seconde, j'ai passé le bac. Et la perspective du bac, si vous voulez, c'était qu'est-ce que je vais faire avec le bac? Je n'avais pas prévu. J'ai fait médecine. Et en médecine, j'ai découvert la chirurgie qui était de nouveau un retour, si vous voulez, au travail manuel. Et donc, j'ai été passionné par la chirurgie pendant de nombreuses années. Donc, j'étais interne en chirurgie, notamment en orthopédie, où c'est une spécialité où on s'occupe des os, des articulations, donc de la mécanique humaine. Et l'envie de faire des expéditions est revenue. Et donc, la médecine m'a permis de m'insérer dans ce circuit des expéditions. Vous êtes le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire. Qu'est-ce que l'aventure vous procure? Alors, le pôle Nord en solitaire, j'ai décidé ça à 40 ans, 38 exactement. J'étais avec une équipe d'alpinistes à la face nord de l'Everest. Donc, ça faisait 12 ans que je faisais des expéditions où j'étais invité comme médecin. Mais bon, quand on est sur un bateau, on prend ses heures de quart, on barre, un Himalaya, on grimpe. Donc, j'étais vraiment acteur. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire ça toute ma vie. On ne gagnait pas sa vie. Moi, je faisais la médecine générale en remplacement pour gagner mon existence. Et le pôle Nord s'est imposé comme une destination qui était à ma portée, au sens où le pôle Nord, c'était mon Cap Horn à moi, mon Everest, vous voyez, et le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. C'est une conjugaison entre une navigation sur un océan gelé et des conditions de très haute altitude, de froid, etc. Et donc, j'avais cette expérience-là. Et le pôle Nord, donc, je l'ai décidé, j'y suis allé seul. Ça a été une entreprise complexe déjà pour réunir les fonds, pour la préparer. J'ai mis 2 ans pour trouver les moyens pour la faire. J'ai échoué en 85, j'y suis revenu en 86. J'ai failli abandonner au moins tous les jours, tellement c'était périlleux, c'était compliqué, difficile, très froid. Et j'ai résisté à la tentation de l'abandon. Et pour répondre à votre question, que ça m'a apporté que ça a été une construction personnelle, au sens où j'ai résisté à ces tentations de l'abandon qui étaient quasi constantes au début, tellement c'était compliqué. Et petit à petit, je suis entré dans cette expédition où j'ai repris confiance et j'ai réussi après 63 jours. Et à l'arrivée au pôle Nord, je me suis dit, ça va être ma vie. Vous voyez, j'avais pris confiance dans mon capacité à monter une expédition, à l'amener et la réussir. Et à partir de ce moment-là,
Donc, je suis devenu, on va dire, entrepreneur d'expéditions lointaines. J'ai vu aussi que vous étiez quelqu'un d'introverti. Est-ce que le fait de pousser votre curiosité vous a, vous ouvert, en fait, vous a révélé? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez dit introverti, c'est vrai. Euh, j'ai toujours eu besoin de solitude. Euh, mais j'aime le groupe. Vous voyez, j'ai joué demi de mêlée au Castre Olympique. Euh, et j'aimais vraiment ce groupe. J'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly. On était 12 à bord, 13, 14. J'aimais cette vie en groupe, mais j'ai toujours eu besoin d'une part de solitude, mais toujours, même petit. Vous voyez, j'avais 14 ans, j'ai fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Et donc aujourd'hui, je m'interroge, pourquoi en hiver? Pourquoi seul aussi? Voilà. Donc, je, je peux remonter un peu dans un diagnostic qui n'était pas posé à l'époque, parce que j'ai deux enfants, deux garçons qui ont 18 et 20 ans. Et effectivement, ils ont ce qu'on appelle un peu Asperger, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Euh, on, est, on a un tempérament assez introverti, on a un tempérament à se concentrer sur les choses, quoi. Et c'est ce qui fait que, effectivement, j'ai été très autodidacte, en fait, vous voyez. Moi, à 14 ans, 15 ans exactement, je voulais faire de la guitare, je l'ai construite, ma guitare. Je réparais ma mobilette. Jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai toujours eu des voitures d'occasion que je réparais moi-même. Euh, cette, j'ai toujours eu le besoin de ressentir mon autonomie, ça m'apaisait, vous voyez, de me sentir autonome. Là, je suis la table sur laquelle je suis, là, je vous parle, c'est moi qui l'ai construite. Vous voyez, je reste toujours bricoleur au sens où. Mais vous voyez, cet attrait pour le travail manuel que j'ai toujours eu, ça a été un chemin d'insouciance. Je me suis toujours dit qu'avec mes 10 doigts, je pouvais faire une cabane, avoir des poules, un jardin et voir venir, vous voyez, avec des choses simples. Voilà, donc je suis d'accord avec vous, introverti, mais dans une introversion constructive en même temps. J'ai vu que vous voulez aussi, vous avez failli devenir astronaute. Oui, j'avais répondu, il y avait un appel à candidature en 1983. Et donc j'avais répondu et j'avais fait valoir que j'étais à la fois un super campeur et quelqu'un de très manuel. Et donc, je disais que je pouvais rendre des services là-haut si jamais il y avait à faire des réparer des choses, un truc comme ça. Et donc, j'ai pu avoir des appréciations après sur mon dossier auprès d'un directeur du CNES, c'est le centre spatial en France qui coordonnait la sélection et qui m'avait dit, vous étiez numéro 9, on en a pris 8. Et il m'avait manqué d'avoir fait une publication scientifique. Ça faisait partie des choses. Ça ne veut pas dire que j'aurais volé, vous voyez. Dans cette promotion-là, il y avait Claudie Agneray, qui est notre astronaute française, qui elle a volé 2 fois. Voilà. Et donc, parce qu'après, vous passez des tests physiques très contraignants. Enfin, c'est un encadrement très poussé, quoi. Hein. Voilà. Donc, j'ai eu ce rêve-là, à un moment donné, de partir dans l'espace, quoi. Mais aujourd'hui, je peux m'imaginer ce que ça fait, quoi, sans y aller, vous voyez, je compense. Ce qui est parti d'un coup de téléphone, c'est la traversée de l'Antarctique que j'ai faite à traîneau à chien en allant au pôle Nord en 1986 sur le chemin du pôle. Après un mois à peu près, j'ai rencontré une expédition américaine qui allait au pôle Nord avec Will Steger qui menait l'expédition et on a passé un petit moment ensemble et Will m'a dit on pourrait peut-être envisager un jour de traverser l'Antarctique. J'ai dit si tu veux. Donc on a échangé nos numéros de téléphone et il m'a appelé au mois d'août qui a suivi et je suis allé le voir dans le Minnesota. Il habitait dans les forêts du Minnesota avec ses chiens de traîneau et on a discuté. Et donc, c'est là qu'est partie l'idée de traverser l'Antarctique à traîneau à chien. Et donc, nous l'avons faite en 89-90, en expédition internationale. C'était pour moi une ouverture sur le monde. Euh, et c'est pour ça que je dis souvent, apprenez l'anglais, quoi, vous voyez.
parce qu'effectivement, j'aurais aimé davantage pouvoir communiquer. Et donc, c'est un outil que j'ai appris là. Mais ce qui m'a beaucoup apporté, c'était tout d'un coup un brassage international. Il y avait un Japonais, un Anglais, un Américain, un Russe qui était soviétique, un Chinois et moi. Et donc, c'était une ouverture sur le monde. Et à partir du moment, en fait, où on a un projet commun, la différence de nationalité, la différence de la langue n'est pas un problème à partir du moment où on a un projet commun. Justement, parlez-nous de PolarPod. Alors, PolarPod, c'est mon prochain projet. J'y travaille depuis 12 ans. C'est une exploration de l'océan austral. C'est l'océan qui est autour de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le continent de glace qui est au pôle sud. Et tout autour de ce continent de glace circule un océan. J'ai dit circule parce que c'est un courant qui fait le tour de l'Antarctique, le courant circumpolaire, qui est entraîné par des vents forts qu'on appelle les 50e hurlants, ces fameux vents que les marins fréquentent régulièrement, qui sont des vents violents. Et cet océan, il est immense. C'est une courroie de transmission entre l'Indien, le Pacifique et l'Atlantique. Et toutes les publications sur cet océan manifestent toujours la même chose. On aurait besoin de s'installer sur cet océan pour faire des mesures de longue durée. Voilà. Mais c'est un océan de tempête, et c'est ça la question. Quel type de vaisseau permet d'héberger une équipe de chercheurs dans des bonnes conditions de sécurité et de confort dans les 50e hurlants? Et donc, le PolarPod, c'est un navire vertical. C'est un grand bouchon qui descend à 75 mètres sous l'eau avec un lest de 150 tonnes. L'ensemble fait 1000 tonnes. Et à la surface, on a un treillis, c'est-à-dire des 3 tubes, et on n'est pas percuté par la vague. L'océan nous passe à travers. Donc, on a fait des études sur des maquettes dans des bassins à vagues à l'École centrale de Nantes, à Brest, à Ifremer, à Brest. Et on a la certitude aujourd'hui que ce vaisseau est d'une grande stabilité, même dans une houle très forte, comme il y a dans l'océan austral. Et l'attente des chercheurs, qu'est-ce qu'on va y faire? D'une part, mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Cet océan, qui est une immensité d'eau froide, ça fait 22 000 km de circonférence, vous voyez, c'est grand. Cet océan absorbe le gaz carbonique. C'est le principal puits de carbone océanique de la planète parce que le CO2 se dissout en priorité beaucoup plus dans les eaux froides que dans les eaux tempérées. Donc, c'est un acteur du climat par sa capacité à absorber le CO2 qu'on émet en excès. Et c'est ce que nous allons mesurer. Ça, c'est l'axe 1. Deuxièmement, le PolarPod est un navire silencieux. Donc, c'est une espèce de bouchon qui va être entraîné par le vent, le courant et un peu le vent. On a 6 éoliennes pour faire l'électricité, donc on est totalement autonome. C'est un véhicule zéro émission et silencieux. Et donc, on va mettre des hydrophones, c'est des micros sous l'eau, qui vont nous permettre d'écouter. Et par écoute, on va faire un inventaire de la faune marine. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. Vous voyez, on a un logiciel qui va nous dire, tiens, un orque, tiens, une baleine bleue, tiens, un éléphant de mer, un manchot empereur. Vous voyez, donc, par écoute passive permanente, on va faire un inventaire de la faune. Ensuite, on a une mesure d'impact anthropique. On va analyser les échantillons d'eau de mer et voir si on retrouve là-bas ce qu'on trouve malheureusement dans l'Atlantique Nord, même le Sud d'ailleurs, des pesticides, des organochlorés, des métaux lourds, du microplastique, on va voir. Et quatrièmement, valider les mesures satellites, parce que les satellites sont les observateurs de la Terre, si vous voulez, privilégier. La force d'une mesure satellite, d'abord, c'est la précision du capteur que l'on met, et deuxièmement, c'est sa fréquence de passage. Et ça dure des années, ce qui permet d'avoir une idée de l'évolution des choses. Vous voyez, donc ce sont les 4 axes de mesure sur lesquels l'équipe d'ingénieurs océanographes embarqués va s'atteler. J'ai 2 questions à vous poser, peut-être contradictoires, mais y a-t-il des expéditions aujourd'hui qu'on ne pourrait plus faire? Et avec la technologie d'aujourd'hui, eh ben, j'imagine que ça ouvre aussi des nouvelles portes. Il y a une expédition que j'ai faite en 1989-90, c'est la traversée de l'Antarctique. On est parti du bout de la péninsule pour arriver, si vous voulez, de l'autre côté en passant par le pôle sud. Les 600 premiers kilomètres, on a emprunté ce qu'on appelle une plateforme de glace, un ice shelf.
hein. L'Antarctique est un continent de glace, c'est une immense calotte. Et la glace, par gravité, elle descend petit à petit. Et arrivant en mer, elle flotte pendant des fois 200, 300 kilomètres. Elle flotte, c'est plat. Et donc, on a emprunté cette plateforme de glace. En 95, 2000 et 2002, les 600 premiers kilomètres sont partis en mer. Vous voyez, donc, voilà un genre d'expédition qu'on ne pourrait pas refaire aujourd'hui à cause, effectivement, du réchauffement climatique qui atteint de plus en plus les plateformes polaires qu'il y a autour de l'Antarctique. Vous dites qu'il ne faut pas sauver la planète, mais informer, quoi, de la connaître. Il faut sauver les conditions de vie sur la planète pour nous-mêmes. Vous voyez, la planète, si on disparaît, elle va s'en sortir, quoi, hein. Elle est là depuis longtemps. La nature, pour moi, c'est tout ce qui échappe à la volonté de l'homme et qui lui survivra. Vous voyez, il y a une multitude d'espèces qui va survivre, que ce soit des plantes, que ce soit des insectes, même des mammifères, qui va s'adapter dans une évolution ou disparaître et puis réapparaître, je ne sais pas. Ça fait partie. Vous savez, là, il y a eu déjà plusieurs extinctions presque massives à la surface de la Terre, donc on n'est pas à l'abri d'une extinction massive. Les extinctions précédentes, elles étaient dues à des phénomènes naturels, comme une météorite qui va tomber sur la Terre, comme un énorme tremblement de terre avec des tsunamis géants. Il y a des choses comme ça qui ont fait que des espèces ont disparu, des éruptions volcaniques fracassantes, vous voyez. Ça, c'était des phénomènes naturels. Aujourd'hui, l'homme que nous sommes, les humains que nous sommes, ont pris possession des espèces et des espaces. Nous sommes des mutants surdoués. On invente des choses fantastiques, mais dont beaucoup ont un impact colossal sur les équilibres naturels, atmosphériques notamment. Et il est évident que ce chemin-là, il n'est pas durable. Vous voyez, sur peut-être un siècle ou deux ou trois, je ne sais pas, on va continuer à s'adapter, mais on va vers beaucoup de souffrances. Vous avez aujourd'hui déjà des pays qui souffrent terriblement de la sécheresse. Il y a des migrations humaines à cause de ces sécheresses-là. J'ai vu un reportage sur le sud de Madagascar, c'est dramatique, quoi, hein. Et pas que là. On voit effectivement petit à petit que la chaleur monte vers le nord, entraînant des sécheresses qui se répandent en Espagne, en Asie du Sud-Est, en Afrique du Sud. Voilà, donc par exemple. Et puis, on a perturbé le cycle de l'eau. Donc, par endroits, il y a des catastrophes cycloniques majeures avec des précipitations intenses, des inondations. Voilà. Donc, on a perturbé le cycle de l'eau. Donc, la vie peut devenir un peu compliquée sur Terre. Et donc, nous allons vers un chemin qui ne peut pas durer si nous ne prenons pas soin, effectivement, de faire de notre Terre quelque chose qui soit compatible avec la vie humaine. Et les autres espèces dont nous avons besoin, bien sûr. Tout à fait. J'ai une question un peu philosophique à vous poser. À travers vos rencontres, vous, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? L'être humain a une capacité d'intelligence remarquable, voyez, et on a aussi créé des outils incroyables. Vous êtes d'une génération peut-être qui est moins bluffée par la technologie. Moi, comme je vous dis, j'ai fait tourneur-fraiseur, j'ai fait de la mécanique de précision, mais c'était quand même quelque chose qu'on faisait à la main. Et donc, quand je regarde le téléphone portable, ce qu'il y a dans un téléphone portable, vous rendez compte ce à quoi on arrive aujourd'hui. Je vous donne un exemple le Club de Rome s'était réuni dans les années 72, il y a 50 ans. C'était des ingénieurs du MIT qui avaient fait un rapport et qui avaient dit tout le monde ne pourra pas voir le téléphone sur la planète car il n'y aura pas assez de cuivre. Il y a 50 ans, on imaginait encore que le téléphone ne serait que par des câbles qu'on tirerait dans les campagnes. Vous voyez, on n'avait pas intuité que le téléphone pourrait passer par satellite. Et on était loin d'imaginer tout ce que l'on pouvait mettre là-dedans. Donc, l'homme a une intelligence de création absolument remarquable. S'il mettait autant d'intelligence, autant de finesse dans l'interhumain, on vivrait un monde absolument merveilleux. Vous voyez ce que je veux dire? Si cette intelligence relationnelle était aussi créatrice, attentionnée, attentive,
que l'intelligence que l'on met dans la fabrication de ces processus. Regardez, on a lancé le dernier, la sonde astronomique qui est partie, qui va certainement nous ramener des images du début de l'univers. En fait, c'est prodigieux ce que l'homme est capable d'inventer. Si on mettait autant de sagesse, d'apaisement, de culture, de relations clémentes et constructives entre les humains, bon, on serait une planète absolument merveilleuse. Ça serait un rêve de vivre sur Terre. Et je peux quand même dire que on a tout pour être heureux, au sens où on a les solutions technologiques. On a besoin d'avoir un relationnel comportemental beaucoup plus attentif, attentionné, revenir à des valeurs plus personnelles d'émerveillement. Vous voyez, on est au printemps. Dimanche, j'étais me promener dans un parc public, là, à Paris. Je suis à Paris. Il y avait une fleur qui était ouverte. Mais si vous entrez dans cette magie de cette fleur qui était un petit bourgeon fermé et qui est en train de s'épanouir, qui c'est qui est aux manettes de tout ça, vous voyez? Qui c'est qui organise ça d'une manière à la perfection, vous voyez? Et en plus des très belles couleurs comme ça que je pouvais percevoir. Voilà, donc il y a sur Terre de quoi s'émerveiller, quel que soit le milieu où on est, le milieu où l'on vit. On l'a vu émerger cette capacité d'émerveillement, cette quête d'émerveillement pendant la Covid où on était un peu enfermés chacun sur son balcon au maximum si on en avait un, où on a pu regarder pousser les fleurs. On a vécu plusieurs printemps. Vous voyez que les oiseaux sont revenus et tout d'un coup, tout le monde s'est émerveillé de cette nature qui était là. Donc, on a ce qu'il faut pour aller vers l'émerveillement. Rien n'est minuscule pour y apprendre à regarder. Alors, ça rejoint ma prochaine question. Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leurs rêves? Alors, le rêve, on va dire, c'est une idée forte qu'on en a. C'est fort un rêve, quoi. Hein, c'est précieux même, une idée, vous voyez. Un jour, vous avez eu peut-être cette idée de vous dire, c'est ça que je veux faire. Voilà. Mais l'idée et le rêve ne suffit pas. Ça vous met en face d'un travail qui arrive. Je dis tout le temps, vous avez une idée, c'est précieux, il faut la cultiver. La cultiver, c'est y consacrer du temps, du travail, de la persévérance. Résister à la tentation de l'abandon. Parce qu'on a un rêve, un truc comme ça, on se lance dedans, on achète du matériel, puis on se rend compte que c'est un peu compliqué, ça demande du travail, et on se dit, mais c'est peut-être pas ça que je voulais faire. Mais c'est tout simplement un peu par paresse, par facilité d'abandon, parce que quelle que soit la chose que vous entreprenez, elle ne sera nourrissante que quand vous terminez des cycles, des réalisations personnelles, vous voyez. Donc, le chemin des rêves, moi je dis tout le temps, persévérez sur la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile, parce que tout rêve, toute envie comme ça qui vous a alimenté, qui vous a nourri et qui n'est pas accompli, est une frustration. Et la frustration, c'est petit à petit une déstabilisation. On arrive petit à petit à croire qu'on ne sera pas capable, quoi. Alors qu'on a des performances que l'on ignore de soi. En rentrant du pôle Nord, j'ai écrit un livre sur le pôle Nord et j'avais mis comme sous-titre « On ne repousse pas ses limites, on se découvre ». On a des performances que l'on ignore de soi et que l'on va chercher dans la réalisation de ses rêves. Alors, pour finir, est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Alors, il est évident que moi, je suis né dans une famille hyper modeste. Je suis né à la campagne, vous voyez, dans un petit village. On n'avait pas l'eau courante dans la maison. On avait les toilettes au fond du jardin. Il y avait les champs qui étaient derrière. Mon père était tailleur d'habits. Il gagnait pas du tout sa vie. Ma mère travaillait dans un magasin. Et on avait de l'amour, vous voyez. On avait de l'attention. Et mes parents m'ont toujours laissé le choix de faire ce que je voulais faire. Donc, cette liberté, elle a été précieuse. Vous voyez, l'amour qu'ils m'ont apporté, l'amour qu'on vous apporte, c'est garant de confiance. Vous voyez, vous savez quelque part que vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, ça, je peux parler de ma famille, de mes parents, mais il y a des rencontres, il y a des amis, il y a des rencontres.
Et les rencontres, si vous voulez, les bonnes rencontres, c'est le fruit du hasard qui s'organise. Au sens, j'aime bien de dire que le hasard s'organise. Quand vous avez une affinité avec quelqu'un, voyez, ça veut dire que vous avez sorti vos antennes, vous avez capté, vous avez échangé, voilà. Et c'est ce qui permet de se construire comme ça sur des rencontres qui vous enrichissent. Et je dis tout le temps, sortez les antennes. Vous voyez, quand vous êtes sur un chemin personnel de réalisation, sortez les antennes, captez tout ce qui peut enrichir, lisez, allez, je sais pas, des fois au cinéma, quand on ressort d'un bon film, on a envie, vous voyez, on a repris l'énergie. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive sur son chemin. Donc, bien sûr, il y a des personnes qui m'ont inspiré, mais des personnes qui sont certains de mes équipiers, par exemple, qui sont des gens très modestes, mais qui sont des gens dont l'accompagnement m'a stupéfait par leur capacité, certaines des capacités manuelles, d'autres qui ont des capacités intellectuelles. Voilà. Et donc, il faut prêter attention. Et je le disais tout à l'heure, N est minuscule pour qui apprend à regarder ou apprend à écouter. Et puis, il y a un personnage qui m'a marqué, le père Jaouen, c'était un jésuite qui était aumônier de la prison de la santé. Donc, il s'était occupé au moment donné des sorties de prison, puis des toxicomanes. Et moi, j'ai travaillé avec lui, on traversait l'Atlantique sur un bateau qui s'appelle le Bel Espoir. Et Jaouen avait cette capacité. On avait quand même des gens qui embarquaient qui étaient cabossés par la vie, vous voyez. Et Jaouen avait cette force-là de penser que même sur un habitus de quelqu'un qui est un peu abîmé par la vie, il y a certainement une petite braise, quelque chose de la vie à ranimer, vous voyez, petite braise sur un corps en souffrance sur laquelle on va souffler, on va apporter un peu d'attention, un peu de sourire, vous voyez, et on peut toujours, comme ça, peut-être ranimer la flamme de quelqu'un qui est en difficulté. Voilà quelqu'un qui m'a effectivement beaucoup marqué, le père Jaouen. Sur ce, Monsieur Etienne, merci infiniment pour votre temps et partage et continuez à transmettre. C'est un plaisir. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à vous.